Il est on, incroyable. Du coup, je vais peut-être pouvoir virer ça. Théoriquement, on est censé pouvoir virer le masque si on est speaker ou pas, je ne sais pas. Oui, incroyable. Ah oui, ça va être mieux. Ok. Du coup, là c'est bon pour la caméra ou il faut que je me décale encore un poil plus à droite? Oh, ça va être chiant cette histoire. Voilà. J'ai besoin de mes notes quand même à un moment, même si ça correspond juste à avoir des images. Ok, bonjour. Ça va bien? Alors, aujourd'hui je vais vous faire un talk sur pair programmer avec son compilateur. Alors, chose incroyable, on se retrouve avec une programmation où en fait, si vous pensez apprendre quelque chose réellement durant ce talk, vous pouvez déjà partir, parce que en fait, simplement je ne vais pas vous montrer exactement des choses pratiques. Par contre, ce que je veux, c'est vous donner une nouvelle vision sur quelque chose, notamment sur les compilateurs. Et du coup, magie du programme non prévu, il se trouve que cet après-midi, il y a un talk de William qui est dans la salle, qui va parler justement de comment on fait des compilateurs et des interpréteurs. Et du coup, moi, je vais plutôt faire la partie introduction pour vous essayer de vous donner une idée de à quoi ça pourrait vous servir, en tout cas. Et je vous encourage à aller voir le talk de William cet après-midi pour voir comment on fait des compilateurs, etc. Nous, on va juste faire un peu de vulgarisation. Donc voilà, ça c'était les préambules. Maintenant, on va pouvoir passer à l'aspect numéro 2, c'est-à-dire qu'on va parler de compilation et on va surtout parler de pair programming. Le pair programming, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Qui fait du pair programming ou qui aime le pair programming dans la salle? Donc il y a bien la moitié de la salle qui lève la main. Alors vous, le pair programming, je sais pas comment vous le voyez, mais moi j'aime beaucoup ce truc de XKCD. Alors globalement, c'est vous avez deux personnes en train de travailler et chacun dans leur coin font un truc bien dégueulasse. Ce qui est globalement notre quotidien, généralement, il faut qu'on livre une feature, on fait des petits hacks à gauche à droite. Et quand ils disent qu'ils vont pair programmer, bizarrement, ils commencent à se mettre en mode un peu fancy et ça, la première chose qu'on fait, c'est on va peut-être commencer par un test unitaire. C'est assez rigolo, il y a le côté pair programming, etc. qui va vous forcer. Et en fait, moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus dans notre aspect aujourd'hui de pair programming. C'est la partie, en gros, comment est-ce que le pair programming va nous apporter quelque chose. Alors, on a tous une vision différente. Moi, je suis juste là pour en parler de celle que moi, j'ai envie d'enforcer. Et c'est le principe que quand vous faites du pair programming, en fait, vous vous astreignez à utiliser des bonnes pratiques. Vous vous astreignez à ne pas faire de hack. Vous vous astreignez à rester propre quand vous codez. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra intéressant. Sauf que il y a un truc qui m'a embêté avec le pair programming depuis quelques années, c'est que ça fait 4 ans maintenant que je travaille en remote. Et je travaille en remote en distribué. Ça veut donc dire que non seulement je travaille de chez moi, ou en coworking, mais en plus je travaille avec des gens qui ne sont pas dans la même time zone que moi. Alors déjà que travailler à distance, c'est chiant pour faire du pair programming, mais si en plus vous avez qu'un intervalle de 2 heures par jour, vous êtes dans le même temps de travail, c'est encore plus difficile de faire du pair programming. Donc c'est une pratique que j'avais un peu perdue, et en plus je me suis rendu compte d'un truc. Alors je sais pas si vous avez vu cet événement très sad, très triste qu'on a eu ces quelques années, la problématique des confinements. Qui fait que moi, ma problématique d'être en distribué en remote, en fait, quasiment toute la population l'a vécu, même si avant, vous n'étiez pas en remote. C'est-à-dire que vous étiez tous peut-être en train de travailler en physique, et tout à coup, vous faisiez du pair, et tout à coup, vous vous retrouvez à être chez vous, et vous ne pouvez pas faire du pair programming, ou alors beaucoup plus difficilement. Et donc, on a un isolement des développeurs qui s'est créé au fur et à mesure. Et pendant ce temps-là, en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui commençaient à arriver. Genre, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu un truc qui s'appelle GitHub Copilot. Alors, ce truc a pris des shitstorms dans la tronche, c'est sûr et certain. Ils en prendront encore, même moi je suis pas convaincu en vrai du truc. Mais il y a quand même une hype qui s'est lancée autour de ça. Et je pense que c'est notamment dû au fait qu'on est de plus en plus isolé en tant que développeur à cause du contexte social. Et que, en fait, il nous manque ce côté échange qu'on peut avoir, que ce soit dans le pair programming ou juste être physiquement au bureau, à discuter avec des gens et à avoir un retour sur notre code, à essayer de mettre des bonnes pratiques en place et qu'on ne se sente pas juste isolé dans notre coin. Et alors tout ça, ça m'a donné une idée, bon, que j'essaye de mettre depuis assez longtemps. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire comme avec du pair programming, de nous obliger à maintenir des bonnes pratiques, à faire du code propre, à être totalement conscient, mais avec du tooling? Parce que si je ne peux pas le faire avec une personne humaine, est-ce que je peux pas le faire avec quelque chose qui est automatique? Alors, il se trouve que moi, ça fait aussi un certain temps que je suis ce qu'on appelle dans le jargon un hipster ou un functional programmeur.
Et il se trouve que la programmation fonctionnelle, c'est un truc que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'elle m'oblige à maintenir ce genre de choses. J'ai déjà fait des talks sur la programmation fonctionnelle, je vous encourage à aller le voir, mais c'est pas le but du jour parce que je me suis dit, ok, programmation fonctionnelle, c'est peut-être un peu trop vaste en fait. Il y a peut-être un peu trop de choses qui rentrent dedans, c'est peut-être un sujet un peu trop vague. Donc on va essayer de faire une conférence sur un sujet un peu plus bas niveau, ce qu'il y a derrière globalement la programmation fonctionnelle, un truc qu'on utilise énormément, le compilateur. Les compilateurs pour être précis. Donc du coup aujourd'hui, notre but, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut réussir à maintenir des bonnes pratiques comme si on faisait du pair programming, c'est-à-dire ce qu'on cherche à faire à travers l'utilisation de compilateurs. Alors moi je m'appelle François Technay, je suis développeur pour Startree Data. Donc Startree Data, c'est une société américaine. On fait un produit open source qui a été créé chez LinkedIn qui s'appelle Apache Pinot. Donc c'est une base de données distribuée, c'est un Cubolab distribué. Et moi je fais partie de l'équipe qui met ça en plateforme de cloud. Voilà, donc si jamais les Cubolab vous intéressent, le cloud, n'hésitez pas à venir me voir après. Donc au quotidien, je fais du Cube, je fais du Rust, du Kotlin, un peu de Scala de temps en temps, et je suis globalement un padawan fonctionnel dans un monde de SRE, c'est-à-dire que ça fait de moi quelqu'un qui fait du Ansible et qui sait utiliser le terme monade. C'est un peu bizarre. Dans le monde d'avant, je faisais beaucoup de trucs associatifs. Je fais un peu de Twitch aussi de temps en temps, et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Par contre, bien évidemment, on ne va pas voir ici des choses pragmatiques. Parce que en fait, j'ai envie de faire un talk large qui peut correspondre à beaucoup de langages. Donc on va pas avoir quelque chose sur du Java particulièrement, du Rust, X ou Y. On va parler du concept. Donc notre pair programming, on va déjà se refocuser, parce que là j'ai fait un truc très généraliste. Qu'est-ce qu'on veut tirer de notre pair programming? Alors là c'est le moment où si on avait du temps, je pourrais vous demander individuellement qu'est-ce que vous attendez du pair programming. Mais comme c'est ma conf et qu'on n'a pas le temps, je vais faire que ce que je veux. Et du coup ce sera un avis subjectif. C'est le mien, et c'est pas grave. Donc moi, ce que je cherche, c'est assurer une qualité de code. C'est très important pour moi, la qualité de code. Pourquoi assurer la qualité de code? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un fonctionnel padawan dans un monde de SRE, c'est-à-dire que ça fait quand même des années que je livre du code en prod. Et en fait, il m'arrive très souvent de voir des choses qui partent en prod, qui sont un petit peu, comment dire, dégueulasses. C'est un bon terme, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tous au moins une fois envoyé du code pourri en prod. Et c'est une tendance qui généralise, hein. C'est pas pour bâcher les gens qui le font, c'est juste que tout le monde le fait. Je l'ai fait, tout le monde le fera. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est d'assurer la qualité. Et assurer la qualité, en fait, vous devez le faire avec quelque chose qui n'est pas malléable. Vous pouvez pas de quelque chose qui est opinionated et surtout que vous pouvez pas changer. Ça permet aussi d'éviter tout ce qui est erreur stupide. Erreur stupide de type j'ai fait un petit hack, il se trouve que dans mon hack, il marche dans 90% du temps, ou voire 50% du temps, et dans les autres parties, paf, ça plante. C'est quand même dommage. Notamment quand on fait de la manipulation mémoire, ce genre de truc. Forcer les contraintes. Forcer les contraintes, que ce soit les contraintes techniques, mais que ce soit aussi des contraintes architecturales, de comment est-ce qu'on fait nos systèmes. Je ne sais pas si vous avez tous l'habitude de vos architectures lasagne, où on vous dit il faut que les services ne soient injectés que dans des services, etc. Et en fait, vous vous retrouvez au bout de 6 mois à avoir des choses qui sont injectées dans tous les sens, qui ne respectent absolument pas les couches. Donc ça, c'est forcer des contraintes. Et il y a plusieurs moyens de forcer des contraintes, et le pair programming en est une. Et en fait, le pair programming, il le fait à travers la contrainte sociale. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à travailler avec quelqu'un, pour éviter de vous faire juger parce que vous êtes quand même conscient de votre image, en fait, par contrainte sociale, vous vous astreignez à essayer d'être propre et à éviter de faire des hacks. Et bon, même si là, la personne n'a pas l'air très convaincue, c'est la meilleure image que j'ai trouvée sur Unsplash de collaboration. Et donc, nous, notre problème, c'est de dire, dans un monde où on est de plus en plus éloigné, où on peut être en remote, en distribué, comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser des machines pour faire ça? Et donc là vient la question du compilateur. Alors le compilateur, c'est vraiment intéressant parce que ça fait des années qu'on le limite de plus en plus à plusieurs rôles. Le premier étant que c'est le meilleur moyen de prendre une pause. Souvent en disant, qu'est-ce que vous faites? Ça compile, du coup je vais aller faire une pause, je vais aller faire autre chose. Ou qu'on le limite à, c'est le truc qui me permet de prendre mon code et de l'exécuter. Moi je trouve ça très réducteur. Et si on regarde rien que la définition Wikipédia, on voit qu'il y a beaucoup plus derrière le compilateur que ce qu'on dit. Donc en gros, en programmation, dans l'informatique, un compilateur, c'est un programme informatique. Donc en lui-même, le compilateur est un programme qui traduit du code informatique qui est écrit dans un langage vers un autre langage.
la target. Donc si on schématise très vulgairement, ça part d'un source code qui est écrit dans un langage A, votre langage de programmation préféré, et ça va vers un autre langage qui généralement est du code machine, qui est un executable thingy, un truc que vous pouvez lancer, quoi. Alors si on fait un petit coup de c'est pas sorcier et qu'on essaye d'aller sous le capot, on voit que cette phase de compilation, déjà, en fait, elle est beaucoup plus complexe que juste faire cette petite phase. On a déjà 3 grandes phases. On a du front-end, du middle-end et du back-end. Alors, je tiens à préciser, ici, on est sur un talk de vulgarisation. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il y a le talk de cet après-midi de William qui en parlera, et c'est même un sujet extrêmement vague. Il y a des gens qui font de la recherche sur le principe, donc c'est extrêmement vague. On fait que de la vulgarisation. Donc, qu'est-ce qui se passe sur notre front-end? Notre front-end prend le source code, et il va faire du pré-processing. Donc si vous avez des langages avec des macros, des systèmes de... Vous vous souvenez, les pragmas, on sait ce genre de choses. En fait, ça permet de faire du pré-processing. Donc en fait, de générer du code à partir d'autres codes. Vous avez une analyse lexicale. Donc ça, c'est celle qui vous vient naturellement en tête. C'est-à-dire, on va regarder que tout se passe bien au niveau sémantique. Enfin, au niveau des mots, etc. Vous avez une analyse syntaxique. Donc vérifiez que vous avez bien votre langage qui marche. Si vous avez écrit phare au lieu de fort, phare, ça marche pas. C'est fort qu'il faut écrire. C'est une analyse sémantique. Enfin, syntaxique. Et vous avez un truc par-dessus qu'on oublie régulièrement qui est une analyse sémantique. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir votre compilateur qui va analyser votre programme, va faire une représentation en interne pour être capable de lui faire des décisions et prendre des décisions par rapport à votre code source. Vous savez, c'est tous ces trucs d'optimisation qu'on vous vend quand on parle des compilateurs qui vous permettent de faire en sorte qu'une boucle se transforme en optimisée. Alors on ne parle pas de just-in-time compilation, hein, ça c'est encore autre chose, mais juste des optimisations de compilation qu'on vous dit. Vous savez, si vous faites cet type de sémantique, en fait, dans le code, ça va être transformé en ceci et ça va être optimisé. C'est de l'analyse sémantique. Mais l'analyse sémantique, ça veut dire quelque chose, le côté sémantique. Ça veut dire que votre compilateur comprend ce que vous écrivez. Il interprète ce que vous écrivez. Et donc ça, on va y revenir après. Votre partie middle end, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des choses encore plus compliquées, où là, elle va vraiment faire de l'optimisation. Elle va le faire. Vous avez une représentation intermédiaire, cette fameuse analyse sémantique qui a donné généralement ce qu'on appelle des AST ou ce genre de choses, Adaptive Syntax Tree et d'autres choses. Et en gros, on va faire de l'analyse dessus pour être capable de faire des choses avec. Et jusque-là, dans la middle architecture, vous remarquerez qu'il y a un truc, on n'est pas spécifique à aucune architecture. C'est-à-dire que vu qu'on n'est pas allé vers une cible, on est encore sur une représentation en mémoire, on peut faire ce qu'on veut. Et là, vous aviez la phase de back-end qui arrive et qui dit, en gros, une fois que j'ai validé tout ça, mon but c'est, je vais optimiser pour une plateforme spécifique. Alors, on l'oublie, mais ça revient en force actuellement. Genre par exemple, une architecture de processeur. Parce qu'on ne fait pas tourner du code qui fait tourner sur du x86 de la même manière qu'on fait tourner du code sur ARM. On ne parle même pas de monde embarqué, etc. Et du coup, ça, c'est les architectures qu'on peut cibler. On peut parler de WebAssembly, on peut parler même d'autres langages. Hein. Vous prenez TypeScript, sa cible, c'est JavaScript. Voilà. Et donc là, on fait juste la transpile et on optimise pour notre langage cible. Bon, alors, on voit que c'est une machine très compliquée, mais ça reste toujours une machine. Et donc, nous, comment est-ce qu'on peut réussir à interagir avec cette machine? C'est là toute la grande question. Et globalement, il y a 3 aspects de ce que je vous ai montré sur lesquels on peut venir intervenir et l'utiliser pour venir dialoguer avec notre compilateur. L'analyse sémantique, l'analyse d'après représentation intermédiaire et la partie optimisation. Alors, c'est des choses en interne qui sont extrêmement complexes. Ça, je vous laisserai aller chercher par vous-même. Et c'est vraiment un casse-tête de travailler là-dedans. Et c'est ultra intéressant, mais c'est vraiment un casse-tête. Et c'est finalement, on s'en fiche un peu de savoir comment c'est fait à l'intérieur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut dialoguer avec. Et du coup, nous, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, ce qu'on veut, c'est que ces 3 choses, on veut être capable de les utiliser pour définir ce qu'on voulait dans notre pair programming, pour rassurer et avoir une qualité meilleure dans notre code. On veut rajouter des contraintes et des règles. Et ça, il y a un bon langage qui le présente bien, c'est le programme Rust. Enfin, c'est le langage Rust. Alors pour le coup, on va juste faire un petit bout de code et je vais vous montrer un petit peu de quoi je veux parler. Alors on va faire un tout petit programme, ça va être très très rapide, vous allez voir. On va faire un lanceur de dés. Voilà, on va faire, vous savez, moi je suis un gros joueur de jeux de rôle, ceux qui connaissent les jeux de rôle, on lance des dés, ça peut être des dés à 4 faces, 6 faces, 8 faces, etc. Et en fait, il se trouve que régulièrement, pour en lancer plein, on fait des petits programmes qui permettent de lancer ça. Donc on va juste faire ça rapidement. Alors, tac, tac, tac. Ok, on entend encore, tout va bien, hop. Alors, tac, tac, tac.
Alors, nous, on a notre code là qui nous permet de parser les dés, de rouler les dés, et on a notre code qui est exécuté ici. Donc en gros, on va prendre notre argument de ligne de commande, on va la parser, et pour chacun des trucs qu'on a parsé, donc le nombre de dés qu'on va lancer, le type, on va lancer les dés, ok? Et on va juste les afficher. Bon, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est on va voir si ce truc-là marche. Ok, bon, ça a planté parce qu'il n'y a pas de paramètres, donc ça c'est normal. Hop, donc là on va faire un cargo run en disant 2D8. Ah oui, excusez-moi, hop, reste. Merde. Alors j'ai rajouté ça hier un petit peu comme un bourrin, du coup c'est un peu compliqué. Ok, donc là on a notre code. Nous ce qu'on veut faire aussi c'est un autre truc, c'est de dire, c'est très cool cette histoire, mais nous ce qu'on voudrait c'est afficher la somme de ces chiffres parce que c'est ce qu'on fait régulièrement, ok? Bon, bah alors du coup, très bien, on va faire une somme. Hop. Donc on va rajouter un truc qui prend notre liste de lancers et va appliquer une fonction somme dessus et on va afficher les rôles et la somme. Donc jusque-là, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc là, on voit qu'on a quelque chose qui plante et on va regarder ça avec intérêt parce que c'est ça qui nous intéresse en fait. Voici ce que nous dit notre compilateur. Alors... C'est bon, on entend? Ouais. Alors, notre compilateur, on voit qu'il nous dit « Oh là, il se passe un truc qui est pas bon au niveau de la compilation. » On a un borrow d'une valeur qui est bougée, rolls. Il nous dit, dans le code rolls ici, il y a un move qui est fait, le rolls a été mové ici, et il y en a la valeur qui est réutilisée derrière. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous compreniez comment marche Rust. Ça, on s'en fout. Vous pouvez aller, c'est ultra intéressant, mais c'est pas le cadre du talk. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de comment le compilateur est venu interagir avec moi en tant que développeur. C'est-à-dire que j'ai juste développé, j'ai rajouté un truc qui prenait un vecteur de rolls, donc un vecteur de lancer, qui fait une somme dessus, et qui raffiche les mêmes lancers, et qui raffiche la somme. Ok ? Il se trouve que Rust, dans la manière dont est fait son compilateur, rajoute une contrainte, qui est qu'on ne peut avoir qu'un seul et unique propriétaire d'une valeur. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce que c'est un modèle de programmation qui vous permet d'être plus safe à l'exécution en termes de concurrence. Parce que tout simplement, si vous le validez à la compilation, en fait, vous êtes quasiment sûr que les data races n'arriveront jamais, puisque en fait, votre compilateur s'assure que ce soit le cas. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le fait que le compilateur a donné l'information en disant « Ah bah là, en fait, tu as une contrainte de programmation, une contrainte de la même manière qu'un autre développeur, s'il avait lu votre code, vous auriez dit « Mais là, en fait, dans le cas où c'est de la programmation concurrente, il se trouve que là, ton affichage, il y a un problème avec. Il y a quelque chose qui va pas bien, qui peut potentiellement pas bien se passer. » Sauf que c'est le compilateur qui l'a fait, à partir d'un set de contraintes. Et ça, c'est le truc qui m'intéresse. Bon, alors après, on peut voir que c'est encore bien, c'est vraiment encore mieux en termes d'ergonomie par rapport à Rust, parce que là, il vous donne exactement ce qu'il touche. Il vous donne aussi une commande sur laquelle vous pouvez faire un explain qui vous affiche la doc, qui vous dit exactement quelle est la contrainte, etc. Donc là, on est sur autre chose en termes de niveau, mais c'est un autre problème. Hop. Tac. Hop. Ce qui m'intéressait globalement en faisant ça, c'était de vous montrer qu'il y a des contraintes de programmation. Rust est connu pour avoir beaucoup de contraintes de programmation, mais en vrai, vous prenez n'importe quel langage, il a des contraintes de programmation, qui sont instinctives pour vous maintenant, mais il y en a. Vous prenez du JavaScript, qui est pourtant connu pour être un des langages avec le moins de contraintes au monde. Vous mettez une const, en mettant Judd Summercamp is awesome, et derrière, moi j'arrive en disant « Hey, non, je suis I am awesome », vous allez avoir une erreur. L'assignement qui est sur une constante. Alors la seule différence profonde entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est au runtime et l'autre qui est au compile time. Là, c'est un choix de crèmerie. Moi, typiquement, ayant beaucoup mis de choses en prod, je suis plus pour l'aspect compilation à cause de ce problème-là. C'est-à-dire que je préfère que ça arrive avant que ce soit livré. Parce qu'en fait, comme c'est moi qui livre, bah, ça m'ennuie de relivrer plusieurs fois un truc juste parce qu'il a planté et j'aimerais bien qu'on le fasse avant si possible. Et tout ça, en fait, on voit que c'est des ensembles de contraintes que vos langages vous fournissent et vous mettent à disposition. Et il y a un autre truc que vos langages vous mettent à disposition pour forcer des contraintes, c'est le typage. Et le typage, en fait, ce qui est intéressant, c'est quoi un type? Parce qu'en fait, on sait tous instinctivement ce qu'est un type en tant que développeur, mais est-ce que vous êtes vraiment posé la question de c'est quoi un type? Qu'est-ce que ça représente en fait? Bah, en fait, un type, si on prend une autre définition Wikipédia,
Un type en informatique, en gros, c'est ce qui permet d'attribuer à la donnée, qui permet de dire au compilateur comment l'interpréter, et comment est-ce que le programmeur compte utiliser cette donnée. Rien que dans la définition Wikipédia, vous avez une information qui est ultra pertinente en termes de sémantique, c'est que ça donne une information au compilateur sur comment l'optimiser, comment la mettre en mémoire, etc. Mais ça définit aussi comment le programmeur comptait utiliser la donnée. Donc qu'est-ce que c'est en fait finalement? C'est un set de données valides, c'est-à-dire qu'en gros, vous prenez l'infinité des valeurs possibles dans le monde, un type vous permet de restreindre sur l'infinité de valeurs, celles qui vont correspondre à votre type. Ça vous donne aussi les opérations qui sont disponibles sur le type. On ne peut pas appliquer tout sur tout. Donc du coup, ça vous donne les opérations disponibles. Et ça vous donne une espèce de preuve formelle que lorsque ce sera compilé, ce que vous essayez de faire entrer dans une variable sera correct. Et alors moi, j'aime bien ces systèmes de preuves parce que, comme je rappelle, le côté delivery, moi j'aime bien qu'on prouve les choses avant que je le mette en prod et que ce ne soit pas mon utilisateur qui me le ramène. Alors déjà pour l'image, mais également parce que moi, ça m'économise du travail. Donc moi, ça m'intéresse vachement. Et en fait, il se trouve que quand on s'intéresse à ces questions, au niveau des preuves formelles qu'on peut vraiment faire au niveau de nos programmes, il y en a une diversité complètement débile. Rien que sur le typage, vous avez du typage paramétrique, avec les generics ou d'autres systèmes. Vous avez le typage linéaire, vous avez des types qui sont comme des algebraic data types, qui vous permettent de faire des types sum, des types dépendants, des types produits, vous avez les types dépendants, vous avez du typage linéaire, vous avez vraiment plein de choses que vous pouvez faire à travers vos types pour venir valider votre programme. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement que les types, c'est ça, c'est que ça vous permet de rajouter quelque chose d'autre chose. C'est que l'ensemble de vos types dans votre programme définit ce qu'on appelle un type system. Et en fait, vos types peuvent exprimer des contraintes. On revient sur le même principe que les langages. Vos types vous permettent d'exposer des contraintes. Et ça, en fait, quand on l'a compris, quand on s'est mis dans ce modèle-là, que les types sont pas là juste pour nous emmerder, mais pour valider des choses et surtout pour venir exprimer des contraintes, on peut s'en servir pour dialoguer avec notre compilateur. Un exemple très simple, c'est en Kotlin. Tout le monde voit Java ici, globalement. Okay. En Java, comment est-ce que vous savez qu'une valeur est nullable ou non? Vous mettez un type, vous pouvez mettre nul dedans, rien ne vous en empêche. Mais le problème, c'est qu'à la lecture, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Vous ne pouvez jamais le valider formellement au niveau de votre compilation ou en interagissant avec, puisque il n'y a pas de contrainte qui oblige ce que ce soit pas nul. Par contre, en Kotlin, ça a été rajouté. Vous avez un type task qui donne un ID, une description qui est une string. Vous essayez de créer une task en lui mettant nul dans la description, vous allez avoir une erreur de compilation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le point d'interrogation, le null safety, en fait, ce n'est juste ni plus ni moins qu'un syntaxique sugar pour venir exprimer une contrainte. En fait, ça va rajouter un type. Le point d'interrogation fait qu'il y a un nouveau type string point d'interrogation qui existe, qui dit l'ensemble des valeurs possibles pour cette valeur, c'est toutes les strings de l'univers et potentiellement nul. Mais string sans le point d'interrogation, nul ne fait pas partie du set potentiel. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le type exprime une contrainte. Et en gros, ce que j'aime avec l'utilisation des types, c'est qu'il y a quelqu'un qui a utilisé cette phrase, je ne sais même plus qui c'est qui l'a fait, il faudrait que je retrouve. En gros, si vous commencez à réfléchir en essayant de rajouter des contraintes dans votre code, votre but n'est plus d'essayer de trouver la présence d'erreurs en faisant des tests, mais en fait, l'idée, c'est d'utiliser les types pour démontrer l'absence d'erreurs dans votre code. C'est très important de voir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on prend généralement dans la programmation, notre industrie a tendance à dire que, en gros, si on veut tester que quelque chose marche, on doit le tester. Alors qu'en fait, en utilisant des systèmes de contraintes forts, on est capable formellement de prouver que notre code est absent d'erreurs. Parce qu'en fait, on a un outil automatique qui s'appelle un compilateur qui est capable d'interpréter ces contraintes pour valider que notre code n'a pas d'erreur. Alors, bien sûr, en toute extension de données, il y a toujours potentiel bug, mais le risque d'erreur est vraiment limité. Bon alors, du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils au quotidien? Là, c'est bien, j'essaie de vous montrer un petit peu l'étendue du truc, mais comment au quotidien ça fait quand on commence à vouloir utiliser ce genre de choses? Parce que bon, c'est bien joli d'avoir un nouveau truc brillant, mais comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Bon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on finit par essayer d'apprendre des erreurs. Donc, par exemple, quand on fait un langage de programmation qui nous donne un compilateur expressif, comme Rust ou Elm ou d'autres langages qui ont des compilateurs expressifs. Puis après, au fur et à mesure que vous passez les jours, en fait, vous commencez à utiliser le compilateur différemment. Genre, une des pratiques que je fais très souvent dans mon code, c'est j'oublie en fait le type que je suis censé avoir. Je suis en train de coder et en fait, je fais une fonction et je sais plus ce que je suis censé renvoyer. En vrai, j'ai oublié, il y a trop de types, il y a trop de contraintes. Bah, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est je mets un type faux
Je sais un type qui est littéralement faux, hein. Je mets un truc void, je mets une string, un truc, je sais que ça passera pas, un truc bien typé. J'en lance le compilateur et le compilateur arrive et me dit en fait, non, parce que moi j'attendais ça et tu me donnes ça. Et donc en fait, à partir de là, je fais ok, bah en fait, ce que veut mon programme, ce que nécessite le programme, c'est la contrainte, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait que ce soit ce type-là renvoyé. Donc en fait, je m'en sers à l'inverse. J'utilise l'erreur de compilation pour me donner une information en tant que dev. Puis quand on commence à faire ça au fur et à mesure, à rajouter des contraintes, à utiliser le compilateur, bah en fait, on se retrouve à se rendre compte, et c'est pour ça que j'ai fait ce talk, qu'en fait, on a une discussion avec son compilateur. Certes, une discussion beaucoup moins enrichissante que si c'est un de vos collègues et que vous parlez technique, mais il y a quand même une discussion, il y a une interaction. Et surtout, vous retrouvez cette interaction de le compilateur va venir juger mon code, il va me mettre un taquet si j'essaye de faire un hack. Et pour ça, après, on a d'autres outils qui nous permettent d'aller encore plus loin, comme par exemple le TDD. Alors le TDD, je sais que vous aimez tous le Test Driven Development, vous faites tous du TDD dans vos bureaux. Moi, je fais du TDD aussi, mais je fais aussi du Type Driven Development. Et le Type Driven Development, en fait, c'est une vieille recette très simple, qui est qu'au lieu de faire le test en premier quand on est en train de coder pour décrire ce qu'on veut faire, ben, en fait, comme je disais, le but, c'est de formellement prouver qu'on n'aura pas d'erreur. Donc en fait, je décris les propriétés. En gros, je réfléchis. Par exemple, dans mon lanceur de dés, bah, quels sont les types de dés que je peux faire? Est-ce que c'est tous les dés possibles? Est-ce que c'est tous les nombres? Ou est-ce qu'il n'y a pas que des D2, des D4, des D6, des D8, etc. Peut-être qu'il y a des règles à vouloir lancer, donc peut-être que je peux les modéliser. Et en fait, je décris des propriétés. Je les décris dans des types. Je décris ce que je veux faire avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des fonctions vides, des fonctions sans implémentation. Je mets to do, unimplemented, throw, unimplemented exception, je ne mets pas de code. Par contre, je définis les types. Je dis, bah, ma fonction, elle va prendre ce type d'entrée, donc les contraintes et les propriétés que je veux utiliser, et elle doit renvoyer quelque chose comme ça. Et après, à partir de là, ce que je fais, c'est que je compose les trucs ensemble sans même coder, et je check avec le compilateur. À chaque fois, en gros, je lui dis, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Si vous avez en plus un langage serveur protocole, il va vous le dire directement pendant que vous codez. Et du coup, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Et à la fin, une fois qu'on a tout ça, bah, je finis par coder ce qu'il y a dans les implémentations de chacune des fonctions. Mais j'ai garanti, dès le début, que les propriétés que j'avais définies et l'interaction qu'elles allaient avoir entre elles étaient absentes potentiellement de bugs si j'ai l'expression de contrainte qui va bien. En tout cas, dans celle que moi j'ai définie. C'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir de cas aux limites, je vais éviter les nuls, tout ce genre de choses simples, mais qui finalement sont nos embêtements du quotidien. Alors, généralement, quand je dis ça, ça fait très très bizarre et j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sceptiques et j'ai pas grand chose à dire à part vous envoyer vers d'autres confs et trust me, I'm an engineer. Genre, en fait, moi ça marche. Du coup, je me permets de le dire. Ça marchera peut-être pas pour vous et c'est pas grave. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut absolument que vous passiez au Type Driven Development. Mais en tout cas, essayez. Essayez de vous y assigner, vous allez voir que c'est ultra intéressant d'avoir cette discussion et de décrire ses propriétés. Et surtout, c'est incroyablement élégant et surtout, c'est extrêmement satisfaisant quand on a un bout de code qui compile et qu'on sait qu'il est pas garanti sans bug, mais qu'il est vraiment sur une gamme de bugs traditionnels qu'on va devoir gérer en prod. Vous êtes quasiment sûr qu'ils sont pas là. Et ça, c'est vraiment cool. Et alors, depuis le début, là, je vous parle d'interagir en tant que développeur seul, mais en fait, ce qui est vachement bien quand on commence à travailler autour des types et des contraintes, c'est qu'en fait, ce truc-là, ça permet de travailler avec les autres. Parce que, en fait, la phase de compilation, quand vous êtes sur un langage compilé, elle n'est pas optionnelle. C'est pas comme une phase de test que vous pouvez skipper. On en discutait l'autre jour, on rigolait. Qui n'a jamais fait passer, qui n'a jamais vu en tout cas un passage de PR dans lequel le développeur qui voulait faire passer la PR commentait les codes, les tests qui allaient bien et qui faisaient cracher la PR. On l'a vu très souvent, parce qu'en fait vous pouvez vous permettre de le faire. C'est dégueulasse, bien sûr, vous allez vous faire juger par le reviewer de PR, mais d'un autre côté, vous savez que c'est important et que ça partira en prod. Vous ne ferez jamais ça en pair programming. Et surtout, le gros intérêt quand on a un langage compilé, la phase de compilation, vous ne pouvez pas l'escape. Vous pouvez pas l'enlever. Vous pouvez pas commenter le truc en disant... Vous pouvez commenter la contrainte de type, mais par contre, vous pouvez pas l'enlever en disant vous savez quoi, pour ce cas-là précis qui passe pas, dans le test, on va la commenter. Non, ça marchera pas. Vous êtes obligé de la faire. Et en fait, votre DX, vos contraintes que vous fournissez aux autres développeurs, en gros, moi, c'est ce que je mets sous le terme DX. Alors, la DX, globalement, moi, je définis ça comme, en gros, l'expérience utilisateur que vous avez avec vos utilisateurs. Globalement, comment vous fournissez, comment ils interagissent, ils perçoivent votre système et faciliter l'interaction avec. En fait, c'est la même chose entre développeurs.
votre code, c'est votre DX, c'est la manière dont vous donnez quelque chose à interagir avec d'autres personnes. Et en ajoutant des contraintes, en les donnant de manière explicite, visible, vous augmentez la développeur expérience ou vous la réduisez. Des fois, ça devient tellement compliqué que vous vous en rendez compte. Et du coup, vous pouvez définir vos propres contraintes. Exemple très simple, non. Là, c'est un bout de code en Scala. Moi, j'aime bien faire du Scala, et en fait, j'aime bien faire de l'open source en Scala avec des potes. Et il se trouve que, même si vous ne connaissez pas le langage, je vais juste essayer de vous décoder ça, et vous allez comprendre ce que je veux dire par le fait que rajouter des contraintes de typage, rajouter des contraintes par le langage, permet de faire une DX distribuée. En gros, si on regarde la fonction, vous n'avez pas besoin de vraiment comprendre comment elle marche. On voit que c'est un truc qui s'appelle resume run, donc en gros qui va relancer un run de quelque chose. Mais surtout, il y a des contraintes de type qui sont ultra intéressantes qui vont permettre de venir savoir ce qui se passe dans la fonction et de venir travailler autour. On voit qu'on a un truc paramétré, donc on a du typage paramétrique, et on a un i qui doit dépendre de décodeur. Ok, très bien, décodeur, je vais regarder. Ça va forcément travailler avec des valeurs décollées. Ça veut donc dire que mon run va travailler avec des données décodables. Peut-être du YAML, peut-être du JSON, peut-être du TOML, on s'en fout. Peut-être du binaire, on s'en fout. On sait juste qu'on va travailler avec quelque chose de décodable. Donc on va travailler avec de la donnée interprétée. On a une I/O. I/O, quand on est en Scala, donc peut être ZIO, etc., ça signifie que vous allez avoir des entrées-sorties. Ça veut donc dire que cette fonction fait une entrée-sortie. Et il y a un accès disque. Ça veut donc dire qu'elle est potentiellement susceptible de faire de la performance, des problématiques de performance et des problématiques système. Vous avez un Heiser. Le Heiser, ça signifie que le système est failable. Ça veut donc dire qu'il peut potentiellement retourner soit une erreur, soit quelque chose qui marche. Et après, on a d'autres contraintes qui sont données, qui sont des types métiers, là, qui sont dans l'application. Mais en fait, ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que vous n'avez même pas besoin de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du code. Rien qu'avec la signature de la fonction et les types, les contraintes qui sont exprimées, on sait qu'on a une fonction qui va lancer quelque chose, qui va travailler avec des valeurs décodables, qui va utiliser soit le file system, soit le réseau, et qui peut potentiellement être une erreur. Et tous ces trucs-là étant contraints dans le système de type, si je l'utilise, je vais devoir gérer tous ces layers. Et en fait, tout ça, si on le met bout à bout, si vous le mettez à l'échelle de votre application, ça définit l'architecture de votre programme, littéralement. C'est-à-dire que vous venez contraindre des choses. Quand je vous disais au début qu'on peut avoir dans les fameuses couches en lasagne le fait d'en injecter que des services, bah si vous rajoutez un type fantôme qui ne sert à rien, mais qui dit ceux-ci sont des services, et que vous forcez pour dire dans les services on ne peut injecter que des services ou ce genre de choses, vous ne pourrez plus jamais injecter un contrôleur. Parce que vous avez forcé par contrainte de typage que vous ne pourrez jamais l'injecter. C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que j'ai envie pas de vous montrer, parce que je ne vous l'ai pas montré, mais que vous essayez d'avoir un regard nouveau sur ces problématiques. Et si on blende le tout ensemble, ben en fait, comment est-ce qu'on utilise nos compilateurs? Alors déjà, première chose, j'ai beau vous le présenter que c'est ultra cool, etc., ça prend du temps, ça prend du temps pour l'équipe, c'est peut-être pas forcément utile pour tout. Je vous ne dis pas de le faire partout. Moi, j'y trouve mon compte, et je vous conseille de regarder, de vous y intéresser. Aussi, pourquoi est-ce que je vous dis d'utiliser ça? Parce qu'en fait, les compilateurs, c'est une boucle de feedback ultra rapide. Alors certes, effectivement, on peut commencer à dire oui, mais SBT est lent, et c'est machin, un truc, il est lent, etc. C'est toujours plus rapide que votre collègue qui doit reviewer votre PR, qui est en time zone différente et qui commence à travailler 6 heures après vous. Alors au moins, si jamais vous ne pensez pas qu'elle est quick, au moins qu'elle soit asynchrone. Parce que en fait, quand vous déterminez les contraintes, bah, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être présent. Vous les avez mis dans le compilateur et en fait, vous l'avez mis dans le code. Votre collègue qui travaille dans une time zone différente, il aura cette contrainte-là dans sa time zone à lui, pour lui. C'est du guide pour du développement. Utiliser le système de type, utiliser les compilateurs, c'est une aide au développement. Ça vous permet de maintenir les contraintes. Si vous forcez dans le typage, je peux vous garantir que ce sera très chiant quand vous voudrez les changer, mais comme tout, effectivement, quand vous changez vos contraintes dans votre système, c'est toujours chiant à changer. Mais une chose est sûre, c'est que tant qu'elles sont là, ils seront obligés d'être maintenus parce que vous allez être obligé de passer par la phase de compilation. Et après, bien évidemment, à partir de ça, moi étant très fonctionniste, bien sûr, tous ces trucs-là vont vous amener un petit peu vers de la programmation fonctionnelle. Non pas parce que la programmation fonctionnelle est meilleure que le reste, tout simplement parce que la programmation fonctionnelle, c'est bâti, enfin en tout cas, tout le pan de la programmation fonctionnelle statiquement typée, c'est bâti autour de l'utilisation des compilateurs. Donc c'est vraiment une des parties de l'informatique qui les utilise le plus. Et en gros, mon idée, c'est de dire, en gros, notre industrie, on dit qu'une science, on n'est pas une science formelle, clairement, quand on regarde notre industrie. On est une science empirique. On fait un truc, on regarde si ça marche, on recommence. Si ça marche pas, on recommence, etc. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'en rajoutant des contraintes et des types, bah, vous pouvez aller un peu plus vers la barre du formel, et donc vous évitez une des problématiques de l'empirisme, qui est ce die and retry en boucle. Vous allez potentiellement perdre du temps et être frustré, notamment pour les gens opérationnels.
autre chose que je trouve intéressant, c'est très explicite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte cachée sous le manteau. C'est-à-dire que la fonction de run que je vous ai montré, elle avait un type très long parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est très compliqué en termes fonctionnels. Donc en fait, c'est bien qu'on voit qu'elle se soit compliquée. Moi, j'aime pas typiquement arriver sur un code où tout a l'air simple et qu'en fait, finalement, dès que vous rentrez dedans, vous vous rendez compte que c'est compliqué. Il y a plein de choses à explorer et je vous encourage à le faire. Et aussi, un autre truc du coup que ça vous montre, c'est que les langages ont une importance. Je sais qu'actuellement, on a une tendance à dire que les langages sont un peu pas utiles, ou alors on prend celui sur lequel on travaille le mieux. Les langages ont une importance. Pourquoi ? Parce qu'ils définissent un ensemble de contraintes. Et l'ensemble de contraintes, en fait, dans certains cas, apprendre un langage en fait, avec le set de contraintes vous apportera beaucoup pour votre projet. C'est pas pour tout le monde, mais au moins ça marche. Et du coup, je vous encourage à essayer de considérer votre compilateur comme un ami, quelqu'un avec qui vous avez une discussion, et que la programmation, c'est une discussion entre des humains, certes, pour définir des scopes, mais aussi avec des machines, et ça peut être intéressant de savoir comment utiliser cette discussion avec les machines. Je vous remercie. Si on a des questions, je pense que vu qu'on est à 50 minutes, ce sera après au niveau du café ou à la pause midi. Et du coup, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous n'avez pas trop ennuyé. Et bon Jackson Camp à vous. Et on se voit après.